Auditeurs et auditrices de la Voix des Grands Lacs, bonjour. Nous commençons notre émission de cet après-midi avec comme invité notre frère et ami Ombe Nyamombeza. Bonsoir, Ombe Nyamombeza. Bonsoir, bonsoir à vous, Monsieur Jean-Marie Vianney. Bonsoir aussi à tous nos auditeurs qui nous suivent en direct et ceux-là qui nous suivront après cet article de direct, quoi. Vous faites bien. Ben justement, c'est le moment aussi de profiter de cet instant pour adresser nos vœux de bonheur, de bonne santé, de prospérité et surtout de paix pour les habitants de la région des Grands Lacs. Vous pouvez faire de même si vous voulez. Vous avez tellement d'amis dans la région et à Absolument, vous de leur dire un mot à tous nos amis. absolument. Dans la région, comme partout ailleurs, nous avons des amis, nous avons des frères, nous avons des sœurs. Nous avons ceux-là qui nous aiment et ceux-là qui nous suivent du jour au lendemain, ceux-là qui partagent avec nous quelque chose de souffrance ou de peine avec tout le reste de nos populations dans nos pays respectifs, dans le Grand Lac. Et alors, bonne année à tous et puis meilleurs vœux à chacun de vous, chers auditeurs. Nous nous souhaitons que le bonheur, du bonheur, que longévité et surtout prospérité, mais surtout aussi, parce que la vie est un voyage, nous vous souhaitons toujours à chacun, à son tour, comme est bien prescrit par les Saintes Écritures, à chacun donc un bon voyage et pourquoi pas une bonne fin les temps arrivés. Merci. Merci beaucoup. Bien sûr, comme nous parlons de la région d'Afrique des Grands Lacs, nos voeux s'adressent d'abord et avant tout à nos frères et sœurs de Kigali, de Bukavu, de Goma, de Bujumbura, de Kinshasa et d'ailleurs, tous ceux qui sont concernés par les sujets que nous développons sur notre chaîne et tous ceux qui nous suivent en ce moment en direct ou qui suivront cette émission tout à l'heure dans la soirée ou demain. Eh bien, donc, nous parlons effectivement et nous souhaitons aborder aujourd'hui la question de la paix, de la sécurité, du bien-être des populations de la région d'Afrique des Grands Lacs. Monsieur Omeya Momeza, tout le monde vous connaît comme étant un chroniqueur très, très, très au fait de la situation qui se passe dans notre région. Nous venons d'entrer dans l'année 2023. Après une année 2022, il est vrai, pas facile du tout, une année de guerre dans une bonne partie de notre région, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, mais qui dit aussi l'est de la République du Congo, dit le Rwanda, dit le Burundi, dit l'Ouganda, et en fait toute la région. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous brosser le bilan, pour vous en tout cas, ce que vous pensez de ce qui s'est passé dans notre région en 2022, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan diplomatique, politique, économique. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'année 2022 en tant qu'analyste? Merci, messieurs l'ambassadeur. Alors que nous avons souhaité des vœux, nous avons souhaité longévité à toutes les personnes. Nous allons en tout cas aussi faire un pas en arrière, présenter nos condoléances à ceux-là qui ont perdu les leurs durant toute cette année écoulée, suite à cette guerre lâche qui nous a été imposée par Paul Kagame et son FPR, pour ne pas dire du Rwanda. Sinon, comme on l'a toujours dit dans nos vidéos, dans nos articles, nous voulons toujours une bonne cohabitation avec nos peuples, avec nos pays respectifs. Malheureusement, Kagame, il n'en veut pas. Et voilà que cette guerre au Congo, qui n'a que duré de plus, parce que, écoutez, elle est la première des guerres qui a duré ce qu'elle a déjà duré, qui a
peut-être après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, emporté beaucoup de personnes. Au Congo, il y a des chiffres qui ne sont pas en tout cas vérifiés, mais d'aucuns parlent de 10 millions de Congolais, d'autres parlent de 8 millions de Congolais, d'autres disent même de 12 millions de Congolais. C'est-à-dire au moins, je dirais, toute la population du Rwanda. Écoutez, dans un pays où on perd toute la population de notre pays, ici où j'ai vu moi-même, ici, nous ne sommes que 6 millions, c'est-à-dire le double de la population de ces pays. Voilà la perte en vies humaines qu'a connue la RDC depuis bientôt 3 décennies de guerre. Nous avons, dans le passé, parlé de ces guerres, comment elles ont commencé, comment elles ont dégénéré, comment elles ont été présentées à la communauté internationale. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Rien n'a changé. Mais je serais peut-être beaucoup plus exigeant si je dirais en tout cas catégoriquement que rien n'a changé. Il y a au moins une petite chose seule qui a changé avant de passer au bilan négatif. La seule chose qui a changé en est que vers la fin de cette année dernière, avec les discours prononcés par différents Congolais dans le média international, dans différents ateliers au niveau national comme à l'international, et surtout du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette fois-ci, pour une première fois, on a pu appeler le chien par son nom, parce que le temps de fois qu'on a parlé des ségueurs à l'est du Congo, que ce soit lors du président Joseph Kabila, nul n'avait eu le courage, je vais bien dire parmi les autorités compétentes du pays, de la RDC. Nous ne l'avons pas en tout cas vécu comme nous l'avons vu vers la fin de cette année écoulée 2022. Le président Tshisekedi a pointé du doigt en direct, pointé du doigt le mal du Congo, le mal de nos pays des Grands Lacs, qui n'est autre que M. Paul Kagame avec sa junte derrière lui. C'est ça la meilleure des choses que je puisse dire. Ça, c'est une chose qui a changé vers le positif. C'est une chose qui a encouragé maintenant différents sujets, différentes personnalités à l'international, comme au niveau national et pourquoi pas dans la région, pour que désormais l'on puisse voir cette affaire dans une autre perspective. Vous savez que tout le temps, Kagame a toujours brandi la présence des FDLR à l'est du Congo et que c'était une forte inquiétude pour son pays, alors que depuis l'existence de ces FDLR, ils n'ont presque jamais inquiété la sécurité du Rwanda. S'il y a eu des exactions, s'il y a eu de pillages, s'il y a eu de bêtises qui puissent avoir été commis par les FDLR, ce serait plutôt sur le sol congolais que sur le sol rwandais. Donc ça, celui-ci ne reste plus que seulement de prétexte. Je vais citer M. James Kabarebe, qui a été à un certain moment le chef d'état-major du Rwanda. Il l'a souligné pas une seule fois, et les mêmes paroles ont été répétées par son chef, donc le président Paul Kagame, disant que les FDLR ont été vraiment
ils voulaient, même si je voulais utiliser leurs mots, qu'il n'existait plus, presque plus. Et que, en ces temps-là, alors qu'il s'est prononcé, il disait que les FDLR ne présentaient plus aucun danger désormais pour leur pays. Et, à notre grande surprise, ils reviennent avec le soi-disant M23 battu depuis 2013 et qui se sont scindés en deux groupes pour se réfugier au Rwanda comme en Ouganda. Ils reviennent encore une fois avec la même raison. Mais alors, il est temps, nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours souligné, l'ancien président tanzanien avait été le premier à soulever cette proposition, laquelle désormais nous brandissons aussi, je ne suis pas les seuls, dans la région comme à l'international. Nous avons toujours dit qu'une des solutions, en tout cas durable pour la paix, pour qu'il y ait de la paix dans la région, ce serait ce que la communauté internationale, les Nations unies, par son Conseil de sécurité, devraient désormais contraindre M. Paul Kagame de négocier la paix avec les FDLR comme il en est avec le président Tshisekedi et ses compatriotes. Après tout, génocidaire ou pas, ça ne nous concerne pas le Congolais. Nous ne devrions pas payer les pots cassés de ces génocides-là. Génocidaire ou pas, je ne suis pas le juge pour les juger, les FDLR. Et ils sont génocidaires quand ils sont encore sur le sol congolais. Une fois au Rwanda, d'autres sont intégrés, même dans l'armée, même dans les institutions du pays, et d'autres sont encore recyclés pour les renvoyer encore une fois au Congo. Cette fois-ci, aux fins et au profit du FPR. Et voilà, pour être bref, génocidaires ou pas, ils sont rwandais et le problème du Rwanda devrait se traiter au Rwanda. La seule solution est que Kagame puisse ouvrir les portes à ses confrères, ils puissent négocier la paix dans leur pays pour que l'on mette fin désormais à ce prétexte FDLR. Voilà, un peu de mots à la question que vous avez posée. Le bilan, j'ai un peu été beaucoup plus général pour parler de toute la région, mais au Congo, proprement dit, je m'indigne aujourd'hui de me présenter sous un autre manteau, en tout cas, de dire que le bilan est beaucoup plus négatif. Ici, je ne veux pas dire que la RDC, les FRDC, notre appareil sécuritaire a manqué au rendez-vous de ramener la paix chez nous. Loin de cela. Ils ont fait ce qu'ils devraient faire. Mais comme nous étions encore sous l'embargo de l'ONU, alors qu'il nous était beaucoup plus difficile de nous procurer de l'armement, ça a été, comment le dire, je dirais une épine sous la jambe, qui n'a pas permis aux FRDC de faire le boulot comme il se devait en tout cas. Alors, ce problème est désormais, l'embargo a été levé. Espérons bien maintenant que le gouvernement en place va se servir de ce point ici pour quand même doter de notre armée d'un armement capable d'affronter l'ennemi et de le mettre hors d'état de nuire. Le bilan est négatif avec l'état de siège instauré au-delà d'une année dans l'Ituri. Les gens ont continué à perdre leur vie en dépit de la présence d'une armée coalisée. Donc, je dirais, le UPDF de l'Ouganda et des FARDC. D'une façon, alors que je ne vais pas prendre beaucoup de temps, la présence de soldats UPDF, c'est de la fourberie toute faite.
c'est de la fourberie. La différence qui existe entre Kagame et Museveni est seulement que Museveni s'est camouflé derrière ses bêtises parce qu'il est beaucoup plus dingue de ne pas comprendre que ces soi-disant M23 dont on parle partagent la plus grande, qu'est-ce que je voulais dire, la plus grande partie des terres avec l'Ouganda plus que le Rwanda. Il vous souviendra, monsieur l'ambassadeur, lors de la prise de Bunagana, ceux-là qui ont suivi des vidéos avec moi, il y a une voiture pick-up dans laquelle on a mis plus de 10 soldats attrapés sur la frontière ougando-congolaise, escortés par un capitaine ougandais. On les avait emportés en Ouganda. Mais jamais on n'a vu nulle part où l'Ouganda a remis ces rebelles-là aux mains des FARDC. Nous n'avons jamais assisté à la remise des armes qui ont été capturées ces jours-là. Et puis, il vous souviendra que ces gens, bien que soutenus militairement par le Rwanda, ils sont venus de l'Ouganda. Et alors, dis-moi combien ils sont. Voilà, ici, il y a quelque chose, il y a un nœud qu'il faudrait bien, en tout cas, dénicher pour que les gens me comprennent bien. Ces gens qui sont militairement, financièrement assistés par le Rwanda, ils sont venus de l'Ouganda. C'est-à-dire, il y a une collaboration entre Museveni et Kagame dans cette affaire. Seulement, la différence en est que Museveni s'est camouflé derrière toutes ces choses, et alors que de l'autre côté, le maître veut se manifester comme les grands tireurs des ficelles. En peu de mots, voilà, c'est ça. Le bilan est pourtant négatif, mais nous sommes optimistes alors, comme l'embargo a été déjà levé, il y a eu recrutement de nouveaux militaires qui bientôt sortiront de leur formation, et surtout, comment le dire, cette animation qui est désormais dans les esprits des Congolais, ils sont beaucoup plus déterminés. Je vais dire la population civile qui est aussi beaucoup mobilisée plus que jamais, plus qu'il ne l'a été, malgré les tueries de Kishiche. Et pour votre information, messieurs, je ne sais pas là où j'ai écrit ces noms-là, et alors, il y a eu encore de massacres dans 2 villages les 2 ou 3 jours passés. Et maintenant, tout cela est en train d'être documenté, et d'ici là, espérons que justice et réparation seront faites. Merci pour la question. Je ne sais pas si je l'ai je l'ai bien répondu, mais quand même, voilà tout ce que je pouvais dire. Merci pour cette présentation qui est complète. Vous avez, disons, abordé la question de manière globale, assez précise en tout cas, pour que ceux qui ne connaissaient pas la situation de cette région puissent mieux comprendre que la veille, que ce matin. Eh bien, ça va nous introduire dans la partie diplomatique, puisque vous parlez de l'Ouganda, vous parlez de Kagame, vous parlez tout à l'heure, vous allez peut-être nous parler des autres responsables politiques des États de la région. Puisque vous parlez justement de Museveni, qui sait comment cacher son jeu, mais qui néanmoins délègue son fils, le général Muhoozi, qui était chef de l'armée de terre il n'y a pas longtemps encore. Eh bien, lui, il parle, lui, il s'exprime. On ne va pas y revenir parce que tout le monde sait ce qu'il dit, tout le monde connaît ses tweets où il jure qu'il va combattre les Bantous de la région, que lui et son groupe... on ne va pas revenir sur les états d'âme de ce général. On aura d'ici peu d'autres occasions pour en parler. Eh bien, est-ce que vous pensez que les actions diplomatiques menées par le président Tshisekedi et son gouvernement dans la région, c'est-à-dire à travers le mécanisme de Nairobi, l'entrée dans la communauté est-africaine, sa position actuelle de président en exercice de la SADC, le temps aussi qu'il a passé quand même à travailler avec l'Union africaine pour
essayer de faire comprendre la situation de la RDC. Vous pensez que les pays de la région jouent franc jeu ou y a-t-il des ambiguïtés? Bien sûr, on ne va pas parler de Kagame, c'est clair. Kagame a agressé le Congo. Museveni, pareil. Mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il du président kényan? Qu'en est-il du Sud-Soudan? Parce qu'ils font partie aussi de l'EAC. Qu'en est-il de la Tanzanie, du Burundi? Et enfin, qu'en est-il du président angolais, M. Lorenzo, qui est, c'est vrai, médiateur pour le compte de la CIRGL et de l'Union africaine? Mais qu'en est-il? Lui, il ne parle jamais de la question de fond sur la paix de la RDC. Il est médiateur, mais il ne s'exprime jamais, sauf lorsqu'ils sont à huis clos à Luanda avec ses pairs chefs d'État de la région. Est-ce que vous pensez que la démarche ou le processus actuel, l'envoi de troupes régionales, leurs actions sur le terrain, est-ce que cela vous inspire confiance ou vous auriez quelques raisons de vous méfier aussi de cette énième initiative qui peut se traduire à la longue par une énième occupation? Que pensez-vous du processus et des résultats, en fait, du sommet de Nairobi et du sommet de Luanda à ce jour? Merci de cette question qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus complexe, mais qui, n'est-ce pas, englobe le tout. D'abord, je vais d'abord commencer par les démarches diplomatiques du président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Au début, je pense personnellement, comme autant d'autres, nous avions cette peine-là de le comprendre vis-à-vis de son approche ou bien de ses approches avec M. Paul Kagame. Mais je pense que les démarches qu'il a entamées dès le début, se rapprochant de Kagame, moi, je vais les juger de mal nécessaire. Si il n'aurait que suivi ses conseillers, s'il n'aurait que suivi ce qui se disait sur le plan international, par ceux-là qui connaissent bien la malignité de Paul Kagame, vous savez, il y a une bêtise avec le FPR. Moi-même, vous le savez, monsieur l'ambassadeur, je parle Kinyarwanda. J'ai vécu au Rwanda. Je sais, en tout cas, m'exprimer comme il faut en Kinyarwanda, sans embâche. Et alors, dans la langue rwandaise, il y a une chose qu'on appelle Ubwenge. Dans son sens propre, le mot Ubwenge, ça signifie l'intelligence. En Kinyarwanda, en tout cas, dans le sens propre. Une chose qui a été désormais, ou bien qui s'utilise d'une manière alors farouche, d'une manière en tout cas contraire au vrai sens de ces mots, car avec le FPR, le mot Ubwenge, ça signifie la ruse, ça signifie le mensonge, ça signifie la diffamation, ça signifie... ils en utilisent même dans des faits mélancoliques. Et alors, Tshisekedi, au début, n'avait pas encore connu cette manière de faire du FPR, l'Ubwenge. Le FPR qui se montre être un bon ami, comme d'ailleurs, si vous le souvenez bien, lui-même, le président Kagame, Tshisekedi l'avait dit. Il l'avait traité d'un ami, un bon ami, quoi, un ami fidèle qu'il faut aborder en tout cas amicalement. Mais avec le temps, comme l'on a toujours dit en français, que la vérité reste le meilleur allié du temps,
désormais, il a compris avec qui il avait affaire. Il a compris qu'il avait à côté de lui un homme pas comme les autres, un homme qui est hors du normal, un homme qui ne sait qu'assassiner. Écoutez, le monde en tout cas, le monde ne surprend toujours jusqu'ici que des morts de personnes restent une politique. La mort du président Abiyarimana, la mort du président Seten Dadaye, si je ne me trompe pas, les deux morts-là sont restés une politique. La mort de beaucoup de politiciens rwandais, la mort de Mzee Laurent Kabila, la mort d'autres politiciens que je ne vais pas citer ici car la liste est longue, dans notre région, commandité par Paul Kagame et sa junte, ça est resté politisé au lieu qu'on en fasse des investigations. Et même une fois investigué, on fait sortir des rapports, et les rapports qui sortent jusqu'aujourd'hui, ils sont déposés dans les tiroirs. Nous en citerons comme le rapport Mapping, qui souffre encore dans les tiroirs de l'ONU, dans le tiroir de ces quelles institutions. Il y a d'autres rapports, de sittings de tous les temps, mais qui n'aboutissent à rien. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans le rapport Mapping, l'ONU trouve que, vous savez, les cinq pays, les cinq pays qui détiennent le droit de veto, peut-être seule la Russie n'a jamais été impliquée dans les tueries dans nos pays des Grands Lacs. Mais l'Amérique est impliquée, l'Union européenne est impliquée. Et alors, s'ils ont été cités dans le rapport Mapping, voilà pourquoi le rapport Mapping souffre encore dans les tiroirs de l'international, des multinationales, des impérialistes. Et c'est ainsi que, ayant usé Kagame pendant tout ce temps-là, il devrait le couvrir jusqu'à ce que, désormais, si c'est que du le pointe de deux doigts, jusqu'à ce que l'on trouve maintenant qu'on est en train de couvrir désormais ce qui ne peut plus se couvrir. Voilà. Eh bien, je voulais directement ne pas aller plus loin et revenir un peu dans la région. C'est une humiliation, messieurs l'ambassadeur et chers auditeurs. Pour moi en personne, et je pense que beaucoup de Congolais partagent l'idée avec moi. C'est une humiliation tout à fait, toute faite, voire une petite nation. Un petit pays, lequel j'ai vu naître sous ma barbe, se voir invité pour venir sécuriser le Congo, le géant africain congolais, alors que 2 semaines passées, 3 semaines passées, eux-mêmes étaient dans la même situation chez eux, ils s'entretuaient hégémoniquement, ethniquement, là chez eux, et on va le mettre de bottes sous les jambes, sous les pieds, et les amener au Congo pour venir sécuriser mon pays. Ça, c'est une humiliation dans le pays de Kimpavita, ça, c'est une humiliation dans le pays de Lumumba. Déjà, Jeff Nyaga qui est là, le général kenyan, qui ne va pas lentement, en tout cas sur les dos de la cuillerée, du cuillerée, comme on l'a dit en français, aujourd'hui, il joue le froid et le chaud, jusqu'à ce que d'autres personnes comme moi et d'autres ne savons plus la position de Jeff Nyaga. Si vous allez lire un peu beaucoup plus les accords de Luanda à Lusaka, dans son point 29, l'article 29, le point E, il est bien précisé, c'était bien précisé que jusqu'au 29 novembre de l'année dernière, c'était la date à 18 h du soir, la date qui avait été donnée à ces assassins du M23 pour qu'ils puissent quitter et décrépir de toutes les zones qu'ils occupaient en ces temps-là. On n'a pas envoyé Jeff Nyaga pour venir négocier désormais la paix avec le M23. Ils ont été affectés au Congo, c'est pour venir imposer, c'est ce que dit cet article 29.
imposer au M23 de quitter les zones occupées si jamais il n'écoutait pas ou bien, faute d'obtempérer à cette demande-là des pays de la région. Et voilà, vous savez ce qui est survenu, alors que le porte-parole du M23 montait au créneau pour dire nous allons quitter, nous allons abandonner nos positions pour aller où, mais ils savaient d'où ils sont venus. Le Congolais, en tout cas, s'il y a de Congolais dans ce groupe-là, ils sont comptés à bout de doigts, et le reste ne sont que des soldats du FPR au Rwanda. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux au Rwanda. Et le peu de Congolais qui se trouvent dans ce groupe-là, ils n'ont qu'à rentrer à Sabinyo, d'où ils sont venus. D'autres sont venus de Kampala, ils n'ont qu'à rentrer à Kampala. Et voilà. Je l'ai dit dans une de mes émissions, je m'excuse, de quelques jours passés, le même jeu qu'a joué le APR en 1990 lorsqu'ils se sont emparés de Kigali, ou bien lorsqu'ils ont commencé la guerre. Ils avaient Pasteur Bizimungu, je ne suis pas en tout cas expert de la politique du Rwanda, mais au moins ça je connais, vous allez me corriger, monsieur l'ambassadeur. Ils avaient donc Pasteur Bizimungu, ils avaient monsieur Lizinde, ils avaient, je ne sais pas, d'autres politiciens de l'ethnie Hutu, qu'ils montraient à la face du monde pour en tout cas manipuler les esprits des gens, montrer qu'ils n'avaient rien à faire avec l'ethnie, que ce n'était pas un groupe ethnique qui était venu s'emparer du Rwanda. Voilà, c'est le même jeu, voilà cette nuance que je voulais faire entre les deux choses. C'est le même jeu qu'il joue aujourd'hui. Vous avez vu un colonel, Pirema Mouchi, qui s'appelle Imani Nzenze John. C'est bien lui que l'on a présenté. Lorsqu'il devait rencontrer M. Nyagadje, Diefwa Kibumba. C'est bien lui qui est intervenu. La seconde fois, c'est bien lui qui est intervenu. Et alors, on prend Bissima Bertrand, c'est bien lui qui vient défendre les morts de Kishiché. On va nous prendre M. Willy Ngoma, c'est bien lui qui va défendre toutes les bêtises qui se font par ce groupe rwandais, par ces tueurs rwandais. Et alors, les Rwandais se cachent derrière eux pour qu'à n'importe quel moment, il ne soit devant, quand il sera le temps de s'exprimer devant les bars, écoutez, ils se défendront, ils diront « Où est-ce que vous nous avez vus ?» Il n'y a toujours eu que M. Willy Ngoma. Il y avait eu M. John Nzenze, il y avait eu M. Bertrand, voilà ce même genre de jeu qui continue, mais cette fois-ci, ce ne sera plus le cas. Le temps est révolu, la technologie est révolue, aujourd'hui désormais il y a des drones, aujourd'hui il y a des satellites, on les capture, et dans le rapport qui est sorti récemment, nous avons désormais des images qui montrent net, blanc sur noir, comment le Rwanda a fourni des équipements, a fourni toutes les assistances possibles. Bon, comment le dire? Il s'est ravitaillé lui-même. Bon, je m'excuse, alors que nous n'avons que à dire du Rwanda, à parler du Rwanda, alors que nous voulons faire allusion toujours au FPR et Kagame en question. Mais alors, une bêtise, monsieur l'ambassadeur et chers compatriotes qui me suivez, la semaine passée, vous l'avez suivi comme moi, M. Nyaga, qui part à Kinshasa et qui part faire du briefing au président Félix Tshisekedi sur la situation sécuritaire du pays. Mais ça, c'est que le bêtise, ça. Si c'est désormais M. Jeff Nyaga qui doit aller faire le briefing à notre président, que fait le général Chiwewe, le chef d'état-major? Que fait M. Chiko Chintambo qui est toujours aux côtés de Nyaga? C'est une humiliation toute faite à notre armée, les FARDC. Est-ce que ceci veut nous montrer déjà que c'est une occupation? Dans les accords de Lusaka, on ne fait mention nulle part, je dis bien nulle part, d'une zone tampon quelle qu'elle soit. Mais écoutez, on a demandé
au M23 de décrépir et de laisser les zones occupées. Bien sûr, on a dit à la force de l'EAC, mais ce n'est pas à dire que le Congo, les FARDC, notre appareil sécuritaire, devaient se trouver maintenant éloignés de l'affaire. Sinon, c'est une petite république qui se trouve maintenant organisée au Congo, dirigée désormais par M. Nyaga et Kagame. Et écoute, ça, c'est toute une complicité toute faite contre notre pays. Ça, c'est une complicité avérée. Ça ne se fait nulle part. Et alors, c'est comme si alors, nos officiers doivent se prosterner devant M. Nyaga. Il n'a pas mandat de le faire. Ce n'est pas lui qui devait aller faire le briefing à notre président. Le briefing, il ne devait... Écoute, dans le programme, qu'est-ce qu'il est dit là? Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit dans les accords de Lusaka, même les accords de Nairobi d'abord. Dans la mesure où le M23 refusait de quitter les places qu'ils occupaient, que le président des États membres de l'EAC devait siéger sur ce point-là et devait maintenant donner l'ordre. Voilà ici. Voilà. Le point est que vous venez de mettre ici, monsieur l'ambassadeur. C'est le point dont je faisais mention. Ici, l'on dit retrait du M23 des zones occupées et son repli dans ses positions initiales conformément aux conclusions de la réunion extraordinaire de chefs d'état-major généraux des forces armées de l'EAC du 8 novembre 2022, tenue à Bujumbura, République du Burundi, sous le contrôle de la force régionale et du mécanisme ad hoc en collaboration avec la MONUSCO. Ça, c'est le deuxième jour, à savoir, initialement, le Kenya va déployer des contingents à Goma et ensuite à Bunagana. Ça n'a jamais existé. Où sont ces contingents à Bunagana? Même le président lui-même, Tshisekedi, il avait fait croire aux Congolais que ces soldats kenyans qui devaient se déployer sur le territoire congolais devaient entrer au Congo passant par Bunagana. Ça n'a jamais été le cas. Il devait immédiatement occuper Bunagana, il devait immédiatement aller rentrer occuper Rutshuru, il devait occuper Kiwanja, mais voilà aujourd'hui. Ici, l'on dit, initialement, le Kenya va déployer ses contingents à Goma et ensuite à Bunagana, Rutshuru et Kiwanja lors du désengagement et le repli du M23 dans ses positions initiales de Sabinyo, bien précisé, on l'a précisé, du côté RDC pour ne plus se mouvoir au-delà de la ligne de village Bigega, Bugusa, Nyabikona, Mbuzi, Rutsiro, Nkokwe. Si voilà ici le point que je voulais souligner, chers auditeurs, si le M23 refuse de se désengager et libérer tous les territoires qu'ils occupent actuellement, ça signifiait lors de la signature de ces accords ici, les chefs d'État de la CAE instruiront la force régionale à faire usage de force pour pousser le M23 à se soumettre. Voilà ce que disent les accords. Ce que disent les accords, c'est ça. Mais aujourd'hui, Nyaga commence à aller négocier à Kibumba avec le M23, sans même aucune présence de nos forces loyales. Ça, c'est une bêtise quand même. Et maintenant, M. Jeff Nyaga, ça, c'est une humiliation aussi contre notre président et ça doit stopper. Il part instruire notre président sur la... Il n'a pas mandat. Ce qu'il fait comme instruction, il devait le faire au président qui siège aujourd'hui pour l'EAC, M. Évariste Ndayishimiye. C'est à lui qu'il devait s'adresser, et Ndayishimiye maintenant de s'adresser à ses homologues. Mais il n'a quelle qualité, ce monsieur aujourd'hui, de quitter les zones de Goma aujourd'hui, se rendre à Kinshasa. Et alors, Chiwewe fait quoi? Quel sera son travail, le chef d'état-major? Voilà, monsieur l'ambassadeur, et avec tous nos auditeurs, ça c'est la deuxième bêtise écoutée sur le sol congolais.
Il vous souviendra aussi avec les AFDL lors de la prise de Kinshasa, lorsqu'on a chassé Mobutu, le maréchal Mobutu de Kinshasa. Nous avons encore connu un tel jeu de voir M. Jomsi Kabarebe nommé comme chef d'état-major encore de la RDC. Comme Jeff Nyaga aujourd'hui, qui se passe aussi le rôle des chefs d'état-major congolais. Et alors, ceci doit finir, ceci doit cesser. S'ils ne sont pas pour imposer des forces de façon à contraindre le FPR de Kagame sous le manteau du M23, de décrépir, de se désengager, de quitter les zones qu'ils contrôlent jusqu'aujourd'hui, ils n'ont qu'à plier bagages et rentrer d'où ils sont venus. Sinon, ça, c'est une humiliation pour toute une nation. Quant à monsieur le président angolais, monsieur Lorenzo, ça aussi, ça nous confond. Ça nous confond. Donc, il est dans ses assises à Luanda. Le problème sécuritaire du Congo pour lequel il a été, il est appelé de jouer un rôle, un jeu franc, c'est comme s'il jouait au jeu de dames, là où il faut tout simplement par un petit doigt glisser les pions jusqu'à ce qu'on se voit gagner les jeux. Il n'a jamais été dans la zone sous contrôle du FPR et quand il se rencontre avec ses homologues, donc ça finit par là, mais quand même, nous le remercions pour ses pas. Le premier pas et le deuxième pas qu'il a fait. Mais le problème qui est au Congo, qui est à l'est du Congo, exige beaucoup plus que ça. Exige que sa présence soit en tout cas notifiée par tous les acteurs qui ont un jeu à jouer dans cette affaire ici. Et alors j'aimerais, M. Nyamombeza, vous montrer une photo et vous demander votre impression. Qu'est-ce que cette photo peut signifier dans la réalité? C'est une photo justement qui montre le général Kenyan. Est-ce que vous voyez la photo en question? Oui, je la vois. Regardez bien cette photo. Tout à l'heure, vous parliez d'un porte-parole qui est apparu à la dernière minute. Est-ce qu'il est sur cette photo? Le porte-parole dont je faisais allusion du M23, M. John Nzenze, le colonel. Oui, est-ce que vous le voyez sur la photo? Il n'est pas sur cette photo parce qu'il était assis devant Nyaga dans cette scène ici. D'accord. Voilà. Est-ce que vous voyez la personne qui est sur la gauche? Le Rwandais là, Nyaga. le Rwandais là, je le vois en tout cas avec son drapeau sur la manche de sa chemise ou bien de son tennis. Je le vois en tout cas. Qui peut être ce monsieur-là? En tout cas, il est le nom, je vais m'indigner de dire que je ne me souviens pas du nom, mais je l'avais écrit quelque part. Mais on disait qu'il représentait le Rwanda dans le Joint Verification Mechanism. Alors, donc, imaginez, à Kinshasa, on dit au peuple congolais que le Congo est en guerre, en fait, contre le Rwanda, que le Rwanda ne participera pas au mécanisme militaire mis en place par les chefs d'État de la région d'Afrique de l'Est. Et puis, derrière le général Nyaga, on voit un officier rwandais. Parce qu'il s'agit bel et bien d'un officier rwandais. Ce n'est pas un M23. Non, il fait partie de l'équipe qui accompagne Nyaga partout. Partout, en tout cas. Pouvez-vous imaginer ça, qu'un officier représentant l'agresseur, en fait, fasse partie d'une commission conjointe neutre, chargée de faire appliquer le cessez-le-feu, chargée de superviser le retrait du M23? Qu'est-ce que vous pensez, vous qui connaissez tout de même un peu le FPR, le Bwenge, comme vous avez dit? Que peut faire ce monsieur-là? Il est en train de tout noter, hein, donc ce n'est pas quelqu'un qui est là juste pour observer. Il note et il fait des rapports à quelqu'un quelque part.
Monsieur l'ambassadeur, merci. Merci à nos auditeurs qui nous suivent aussi. Sans passer par le gauche, sans passer par le droit. Donc, cette photo ici ne montre, ou bien ne fait que montre de ce plan machiavélique qui se cache derrière tout ça. Comment il nous sera expliqué, comment on peut expliquer aux Congolais, vous veniez de le dire, vous venez de le mentionner, ce qu'on appelle ici the Joint Verification Mechanism, dans lesquels se trouvent des officiers rwandais qui doivent siéger quelquefois aussi sur leur sort propre à eux. Ah. Qu'est-ce que nous attendons encore pour parler de la complicité contre le Congo? Le fils de Museveni, le général Kainerugaba, c'est ça ce que présente aussi ce tweet. Il dit, nous allons combattre. Et je doute fort, monsieur l'ambassadeur, chers auditeurs, je doute fort que même dans la force, parce que il y a une coalition entre Kagame, entre Museveni et M. Salva Kiir. Je doute fort que cette force sud-soudanaise qui a embarqué pour le Congo 2 jours passés ne soit une coalition de l'armée ougandaise, de l'armée rwandaise et de l'armée sud-soudanaise. Je doute fort. Et alors, comme je l'avais présenté dans mes émissions précédentes, pourquoi ces gens ne peuvent pas être déployés au Congo pour déjà gagner des terrains et n'attendre que le dernier sifflet pour une balkanisation qui doit se jouer à petit feu? Et alors, ça c'est déjà une balkanisation qui ne dit pas son nom. Et nous ne devons plus qu'inviter notre président, M. Fachi, avec tous les gouvernements congolais, avec tous les acteurs qui ont des choses à faire dans ces jeux, pour ouvrir les yeux. Moi, je l'ai toujours dit que la force coalisée de pays de l'Est, de l'Afrique, de la communauté de pays africains de l'Est, ce n'est pas une force qui va venir libérer le Congolais de cette guerre lâche qui nous est imposée par le Rwanda et l'Ouganda. Chers Congolaises et Congolais, ne parlez seulement que du Rwanda dans cette énième agression que subit notre pays, ce n'est pas savoir le problème géopolitique, les jeux géopolitiques qui se jouent derrière toutes ces manigances et qui se font ces derniers temps. Ouvrez les yeux, chers frères. Nos FARDC, nos policiers sont en train d'être humiliés. Il y a un autre jour, comme ils se font toujours manipuler par le multinational, nos présidents, quand ils viennent ici en Occident. J'ai vu un jour un officier kenyan aussi, si ce n'est pas Nyaga, en train de tapoter un de nos officiers sur les épaules. Ça, c'est aussi une humiliation qui ne dit pas son nom. Ceci ne devait pas exister nulle part, mon Dieu. Nos FARDC, nos officiers, ne devaient pas subir une telle humiliation. Et dans tout ce qui s'est fait aujourd'hui, ceci déjà est un signe de manque de victoire dans les jours qui viennent face à cette guerre. Parce qu'une fois humiliés comme ça, nos soldats, nos officiers ne trouveront motivation nulle part. Nulle part absolument. Et alors, M. Jeff Nyaga, qui commence à demander à la communauté internationale de venir assister les déplacés internes, de leur amener de la nourriture, de médicaments. Est-ce que nous n'avons pas de ministre au Congo pour charger de ces affaires? C'est M. Nyaga qui est vraiment appointé pour venir faire de tels jeux. Quelle humiliation! Écoutez, chers frères, ouvrez les yeux. Déjà, ça, c'est une petite république dans notre RDC.
Et puis, ils partent dire, ils ont encore donné un ultimatum au M23 de quitter Kiwanja et de quitter Rumangabo jusqu'au 5. Ça se lit où? Dans les accords de Lusaka. De Luanda. Ça se lit où? Dans les accords de Nairobi. Ça se lit où? Et puis, la chose qui me touche, qui me ronge alors. Ici, on disait que la M23 devait se désengager inconditionnellement, sans aucune condition alors. Et alors, ils sont en train d'imposer, nous allons quitter telle zone, tel village, mais une fois nous sommes informés de la présence d'un seul FARDC là, écoutez, nous allons revenir nous battre et récupérer le village. Mais ça, c'est quoi? Et puis, on nous dit, il y a un contingent de l'EAC qui est venu sécuriser. Voilà. Les jeux que commencent à jouer ces forces coalisées du EAC sont les mêmes jeux qui sont joués depuis 22 ans ou 23 ans par la MONUSCO. La MONUSCO qui était nommée un contingent qui est chargé du maintien de la paix. Nous parlons français ou quoi? On ne peut maintenir qu'une chose que l'on possède. Mais le pays connaît l'insécurité de meurtre de millions de personnes depuis la présence, depuis que la MONUSCO est là. Elle garde, elle maintient quelle paix. Voilà. On nous amène encore d'autres forces de l'EAC et voilà qu'ils sont malignement avec Lubwenge en train de nous créer une zone tampon. Parce que si le M23 impose, c'est vous qui devez rester là et non les FARDC, qu'est-ce que vous allez appeler vos zones tampon alors si ce n'est pas celle-là? Et voilà. On ne fait que parler alors, je ne sais pas, ils ne vont libérer aucune zone. Ces messieurs-là, ils craignent peut-être la guerre. Et je pense que tout ce qu'il nous vaut, il est question seulement de laisser les FARDC s'aligner en bons citoyens, dignes citoyens de ces pays. Et comme l'embargo est déjà levé, avec la force qui va venir, une nouvelle souffle alors, excusez, le nouveau souffle alors qui va venir de la formation de nos nouveaux militaires, avec un nouvel armement, je suis sûr que nous allons défaire Kagame avec sa junte. Mais avec Nyaga, avec de... Mais quelle humiliation, mes frères. Un petit pays lequel j'ai vu naître sous ma barbe, qui vient sécuriser le Congo. Lui-même a toujours encore, il a encore difficile à se tenir sur ses deux jambes. Voilà, je m'excuse de l'émotion. Un autre élément, cher frère Nyamrumbeza, c'est la présence des troupes ougandaises. Au moment où le président Museveni, il y a 3 jours, a défendu le point de vue du M23. Il a affirmé qu'il n'y aurait pas fin de guerre, qu'en fait la guerre ne cesserait pas tant qu'il n'y aura pas de négociation entre le gouvernement de Kinshasa et le M23. Voilà. Ouais, c'est incroyable. Donc lui, il va à contre-courant des décisions prises à Nairobi et à Luanda. Il travaille pour qui en ce moment-là? Ce n'est pour le M23. Un autre élément qu'on n'a pas encore commencé à aborder d'ailleurs, mais qui est une information là aussi, aussi limpide. Hein? Vous savez, le Sud-Soudan, il est sous la protection de contingents internationaux africains pour lui garantir la paix. Et c'est ce pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à qui on demande d'aller faire la paix en RDC. Or, il y a un élément auquel peut-être les uns et les autres ne pensions pas jusque-là, mais il faut savoir que parmi les contingents qui sont au Soudan du Sud, il y a aussi un contingent rwandais. Il y a des Rwandais. Vous savez qui commande dans la réalité des faits? Qui commande ce contingent? C'est le grand assassin, tueur, l'ancien chef des renseignements militaires, le général Jack Nziza, que tout le monde connaît au Rwanda.
c'est l'homme qui inspire le plus la terreur au Rwanda après Paul Kagame, si ce n'est même avant Kagame. Il travaillait dans le même service des renseignements ougandais à l'époque, avant l'attaque de 1990. C'est un monstre, comme on le désigne, même dans les documents officiels, dans les rapports internationaux. C'est lui qui a tué la plupart des victimes par assassinat ou par massacre collectif. Jack Nziza se trouve au Soudan. Et ces derniers mois, en tout cas, moi, j'avais le renseignement. Il semble qu'il traversait de temps en temps la frontière entre le Sud-Soudan et le Congo pour se rendre dans la région d'Isiro, de Kisangani, d'Ituri. Une fois encore, bien sûr, avec le parapluie de cette force internationale. Vous vous rendez compte? Absolument. Pas même seulement des forces de l'EAC, mais aussi par l'Ouganda qui contrôle beaucoup de zones en Ituri. Tout à fait. Ah oui, à Bunia, il y a des forces ougandaises qui sont là déjà. C'est pourquoi, voilà, je venais de le dire tantôt, j'ai doute fort de cette soi-disant donc armée sud-soudanaise qui a été déployée au Congo 2 jours passés. En tout cas, j'ai doute fort que ce ne soit une coalition de ces 3 pays, comme vous venez de le faire mention. Et puis, c'est pourquoi moi j'ai douté, parce que je le savais depuis des années. Il y a des contingents, il y a des soldats rwandais qui travaillent aux côtés de Salva Kiir pour essayer en tout cas de ramener la paix dans ce pays-là. Et alors, un pays qui tend la main comme ça pour que l'on lui fasse la paix, maintenant on lui dit, écoutez, venez sécuriser la RDC. Mais il y a tout un jeu qui se joue là et tout Congolais en tout cas, qui a ce sens d'analyse-là, devrait comprendre cette chose et nous lever comme un seul homme. Dire non à cette occupation forcée avec ce jeu que l'on nous joue entre Kagame, Museveni et Salva Kiir. Je doute fort du président Ruto, je doute fort du président Neva du Burundi. J'ose croire que les deux travaillent avec bonne foi vraiment de vouloir sécuriser la région, mais il faut voir avec qui ils travaillent. Mais, chers frères congolaises et congolais, surtout de l'Est du pays, ne vous laissez pas endormir avec la présence de cette force coalisée de pays de l'Est de l'Afrique, une communauté qui n'est là que pour l'intérêt de certains de ces pays-là et non pour l'intérêt de toute une communauté. Ce n'est pas pour l'intérêt du Congo non plus. Jamais. Nous avons donc le président Fachi a intégré le Congo dans cette communauté, mais il n'en sait pas encore grand-chose. À cause de quoi? À cause de Lubwenge. Il y a des choses là qu'il ne maîtrise pas encore. Je ne dis pas, je ne défie pas le président Fachi, mais il doit travailler beaucoup plus sur cette histoire, sinon le pays est en train de se balkaniser à petit feu. À petit feu, chers frères. Il est difficile de croire à Museveni, il est difficile de mettre confiance à Salva Kiir et Kagame. Nous savons les jeux qui se... Le fils de Museveni n'a cessé de le dire ouvertement. Avec cette guerre, avec cette opération Rudahigwa, si vous n'en connaissez pas encore, chers frères, nous allons vous chercher une autre occasion pour venir vous dire bien de quoi il s'agit. Il n'a jamais caché ses intentions, ce général. Il part même au-delà quelquefois. Hein. Il s'est dit, était très fort, que si c'était lui qui dirigeait les soldats russes, il se serait déjà emparé de l'Ukraine. Écoutez. Et puis, une autre chose qu'il faut comprendre dans cette région, chers frères, on brandit, je l'avais toujours dit dans mes émissions, que l'ambition de Kagame avec sa junte, c'est entre autres beaucoup plus hégémonique.
on ne nous parle plus que des Tutsis. On est en train de tuer les Tutsis au Congo. Il y a un génocide qui se fait au Congo. Je l'ai dit dans mon émission récente. Vous êtes en tout cas vous-même en train de dévaloriser ces génocides de 94. Si pour chaque rat qui passe sous les lits, il faut qu'on parle du génocide. Si pour n'importe quel criminel, tout ce qu'il soit sur le Congo, sur le sol congolais, il ne doit plus être poursuivi, sinon c'est du génocide. On a capturé des espions rwandais, parmi lesquels un fils encore une fois d'un général rwandais, ce qui est encore là, le général Murokore, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, Éric Murokore, qui est le vrai commandant. Voilà. Même 23, je l'ai souvent dit dans nos émissions, selon les informations qu'on avait avant même l'arrestation de son fils, c'est le général Éric Murokore qui est le vrai commandant du M23. Monsieur Murokore avait dirigé les troupes de l'AFDL en 96, celles qui sont passées par Uvira et qui ont fini leur route à Lubumbashi. Et c'était un des agents de Kabarebe. Et c'est ce monsieur qui est le chef du M23 aujourd'hui, délégué par Kagame pour mener cette mission. Et c'est son fils qui l'a envoyé à Kinshasa pour justement espionner, et il lui a donné, d'après le fils, et c'est tout à fait normal, il a donné à son fils les noms et les numéros de téléphone de plusieurs généraux congolais, notamment ceux qui étaient avec lui à l'époque au sein de l'AFDL. Il faut en tenir compte. Je suppose que les services de renseignement congolais, l'ANR, je suppose qu'ils sont en train d'investiguer sur tout ça et de mieux comprendre l'enjeu, sachant que les 3 ou 4 personnes qui ont été montrées à Kinshasa ne sont pas les seules. Il y a des centaines, voire des milliers d'infiltrés qui jouent le même rôle dans toutes les villes du Congo. Tout ce que je voulais soulever en cela aussi, merci de cet éclaircissement, mais je voulais aussi souligner le trait ethnique qui se trouve dans cette affaire-là. Selon nos données, si pas tous à 100% des Tutsis, au moins 90% de ces capturés sont des Tutsis. Et pourtant, même le reste de ceux-là qui seront capturés, je doute fort qu'ils appartiennent aussi à ce même groupe ethnique. Et enfin, si jamais ce serait le cas, on va encore brandir la carte génocide. Voilà les génocides continus. Et alors, donc les criminels, on les arrête sur les sols congolais, ils veulent abattre notre président, comme ils ont abattu le président Habyarimana et le président burundais. Il faut comprendre là où ils sont partis s'acheter de terrain. Il faut comprendre là où vivait le monsieur Emmanuel, hein, dans un immeuble au 14e niveau, en face en tout cas de l'aéroport d'Ndjili. Donc, c'est pourquoi, voilà, le père commandant du M23, Aruchuru Abunagana, le fils espion à Kinshasa. Allez-y comprendre, chers frères et chers auditeurs qui nous suivez. Et puis, la chose grave, on nous tue. Le FPR nous tue. Kagame nous tue au Congo. En plus de cela, comme il en est coutume au Rwanda, il va aussi nous museler. Il ne veut pas que nous en parlions. Non, nous allons en parler, que ce soit au Congo, que ce soit aussi ici où nous sommes. Le jeu a changé et à n'importe quel moment, on peut voir aussi la peur changer de camp. On peut voir alors les cartes se jouer d'une autre façon, d'une autre manière. Parce que désormais, vous savez, je ne suis pas sûr que ces impérialistes qui ont pendant des décennies couvert M. Kagame dans cette bavure, je ne suis pas sûr en tout cas qu'à cause de Kagame, ils vont accepter de perdre leurs intérêts en RDC.
Et je le vois déjà chacun se retirer afin qu'il ne se trouve désormais traîné dans la boue quand il sera le temps. Ils sont en train de déjouer désormais ces jeux. Ils vont te délaisser toi-même. C'est ça leur travail. Ils vous utilisent et quand ils vous auront sucé et que vous ne restez plus que quelque chose, je dirais, un produit chimique expiré qui ne peut plus être consommé, ils vous relâchent. C'est ça maintenant, ce que je trouve derrière Kagame aujourd'hui. Et puis, il faut voir ces derniers temps, messieurs. Ce n'est pas un secret. Moi, je m'indigne de le dire ici. L'armée rwandaise est aussi divisée à cause de cette invasion aujourd'hui. Et il y a de cela, de ces officiers, il y a de ces militaires rwandais là qui attendent quelqu'un qui attaquerait seulement le Rwanda et jouer le jeu à contre-courant. Mais alors, écoutez ceci. Il est temps. J'ai suivi Kagame hier, monsieur l'ambassadeur. Comme il en a coutume, encore une fois, il a pété des plombs. Écoutez, il dit, nous sommes en train encore de fabriquer hein, le médicament rwandais qu'il faut. Encore, il parlait du Congo, hein, pour dire qu'il est en train de mobiliser des forces pour qu'il attaque le Congo, en tout cas, de la meilleure façon qu'il puisse le faire. OK? Et de continuer. Moi, je ne peux pas me mettre, je ne peux pas barricader ces enfants du Congo qui veulent rentrer chez eux, ben, en quelque sorte qu'ils rentrent chez eux. Ils sont des enfants qui rentrent chez eux. Donc, il voulait dire, armés ou pas, ben, je les laisse partir. Mais les FDLR sont aussi des Rwandais. Et ce sont des enfants qui peuvent aussi vouloir rentrer chez eux. Pourquoi ne peuvent pas les laisser aussi rentrer chez eux? Donc, c'est lui qui s'est libéré des Congolais rentrer chez eux, mais le Congo ne s'est pas libéré des Rwandais rentrer chez eux. À jamais. Peut-être que demain aussi, nous allons t'imiter, messieurs. Ah oui. On va t'imiter, on va les laisser. Et c'est devenu peut-être... je m'indigne. Je m'indigne à toute personne qui croit que les FDLR combattent aujourd'hui aux côtés des FRDC. Et s'ils ne le font pas, je les invite de le faire. Et ceux qui sont chargés de le faire, s'ils ne l'ont jamais fait, ils sont invités de le faire. Donc, Kagame a le fait vert, a le veto d'utiliser quelques Congolais pour venir tuer des Congolais sur le sol congolais et brandir des faits. Mais le Congo, lui, n'a pas ce veto-là de laisser le Rwandais aller se battre au Rwanda. Mais non. Non, non, ça va changer et ça doit changer. Et alors, chers frères, chers auditeurs, n'acceptez pas d'être muselés par le Rwanda. Ils ont des intimidations, ils savent intimider les gens. On va te tuer et tout de suite là, nous qui défendons la cause noble de la sécurité de notre pays, qui défendons la raison de toutes ces pertes en vies humaines de notre pays, nous sommes menacés jour et nuit par Kagame et sa gente. Mais écoutez, vous ne nous verrez jamais nous rabaisser devant cette bavure. Nous allons dénoncer jusqu'à notre dernier souffle. Je m'excuse. Nous allons dénoncer. Vous êtes des experts. Une fois, deux voix s'élèvent pour dénoncer vos tueries, vos massacres. Demain, vous allez lui accuser. Vous êtes expert à former des crimes. Voilà, il est redevable, ce monsieur. Il a fait tel crime, il a fait tel crime. Mais on vous connaît désormais ces jeux-là et ça ne va plus payer.
Ça ne va plus payer. Moi-même, je suis Congolais de père et de mère. Je ne me tairai jamais. Vous n'allez pas me museler alors que vous tuez nos frères, vous tuez nos sœurs. Et laissez maintenant de tuer, cessez de tuer nos frères et sœurs. Stoppez ces invasions sur le sol congolais et voir si nous allons encore parler. Il y a 2 années, depuis 2013, depuis que le M23 avait été de fait et qu'il s'est exilé au Rwanda et en Ouganda, c'est comme si nous ne parlions plus de ces affaires-là. Nous n'en parlions plus. Mais voilà que vous avez répété la même chose. Donc, vous ne faites que recycler le même bêtise, monsieur le président rwandais avec votre junte, et puis vous voulez nous museler. Ça ne va pas travailler, ça ne va pas fonctionner. C'est pourquoi nous appelons encore la communauté internationale, nous appelons l'ONU de cesser désormais de pointer du doigt, de dénoncer Kagame. Il faut que vous preniez maintenant des sanctions. Il faut sanctionner Kagame, il faut sanctionner Museveni. Dans les rapports récents, vous avez fait mention aussi de l'assistance de Museveni lors de la prise de Bunagana. Il y a des noms qui sont cités dans des rapports. Pourquoi ne pas sanctionner ces gens? Nous avons besoin de la paix au Congo et cette paix, nous ne la trouverons jamais si jamais ces criminels ne sont pas sanctionnés. Jusqu'à quand on va dénoncer? Ça ne suffit désormais plus. Il faut sanctionner. On demande à ce que l'on passe désormais par des sanctions. Et vous voyez, vous nous amenez des sanctions, vous venez sanctionner Bitakwira. Ça, c'est quel jeu? Il a quoi à faire avec le M23 Bitakwira? Sanctionner Bitakwira va sécuriser le Congo en quoi? Vous venez sanctionner M. Willy Ngoma. Willy Ngoma, il n'est qu'un simple porte-parole. C'est pour que vous laissez Kagame, le commanditaire qui est là, vous le connaissez bien, vous avez de preuves. Vous laissez Museveni, le commanditaire qui est là, vous avez de preuves. Vous allez sanctionner Bitakwira, vous allez sanctionner Willy Ngoma. Ça, c'est une bêtise. Vous voulez nous faire somnoler tout simplement? Il faut sanctionner les commanditaires, ils sont là. Voilà, nous demandons désormais de cesser ces jeux de dénoncer. Donc, vous dénoncez, vous dénoncez. Nous demandons au Rwanda de cesser désormais son assistance au M23. On en a marre avec ça, il faut sanctionner. Mais non seulement ils ne sanctionnent pas, mais en plus, ils apportent de l'aide en millions de dollars. C'est ainsi que l'Union européenne, à la veille justement de la dénonciation du soutien du Rwanda au M23, l'Union européenne a donné plus de 20 millions de dollars à l'armée rwandaise, soi-disant pour son intervention au Mozambique, mais en fait, c'est pour renforcer ses capacités militaires. D'ailleurs, 1 ou 2 délégations de pays européens étaient à Kigali en ce moment-là pour des échanges sur la sécurité de la région, sur les services de renseignement. Et puis, en même temps, il condamne le soutien du Rwanda au M23 pendant qu'il lui envoie de l'argent pour renforcer son armée. On se moque du monde. En fait, ils sont en train, comme vous l'avez dit, de nous endormir. Absolument. Alors, il y a un autre élément qui risque de Avant que nous allions à cet élément, permettez-moi, messieurs. Oui, je vous en prie, monsieur Mandé. Parce que je voulais soulever ces mots, je ne vais pas aller très loin. Le monde, la communauté internationale, l'ONU, l'Union européenne ont désormais montré leur position et leur face cachée depuis des années, des siècles, à l'Afrique noire. Parce que désormais, nous nous demandons, les mêmes bêtises et le même scénario qui se joue entre le Congo et le Rwanda sont les mêmes bêtises, les mêmes scénarios qui se jouent entre la Russie et l'Ukraine. Mais il faut voir comment le monde entier, l'Union européenne s'est mobilisée à la veille de l'invasion russe en Ukraine.
On a mobilisé 2 armements, on a mobilisé 2 personnes, on a mobilisé des fonds. Et pourquoi ces 2 poids, 2 mesures? Voilà ce que je voulais dire. Chers les hommes forts, vous qui dirigez ce monde, vous qui détenez vos droits de veto à l'ONU, pourquoi ces 2 poids, 2 mesures? Je m'indigne de les dénoncer aujourd'hui. C'est bien vous qui créez ces mêmes guerres chez nous, c'est bien vous toujours qui financez les commanditaires de ces guerres-là, les seigneurs de ces guerres-là, dont M. Kagame, le même jeu que vous jouez dans le Sahel. Et c'est le même jeu que vous continuez de jouer dans le pays des Grands Lacs chez moi au Congo. C'est ces jeux de fourberie. L'Union européenne, la communauté internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU, les Nations Unies, si elles existent encore, je ne sais pas. Pourquoi ces 2 poids et 2 mesures? Pourquoi vous ne mobilisez pas les mêmes ressources, tant pour l'Ukraine que pour le Congo? Donc au Congo, il ne se meurt que des souris, et en Ukraine, il ne se meurt que de gens et de personnes. Nous n'allons pas toujours continuer à nous laisser manipuler, de vous dénoncer. Je trouve c'est temps encore de vous inviter à l'humanisme. Un pays qui perd déjà 12 millions, vous êtes toujours en train de dénoncer, vous êtes en train de donner le pays envahisseur, vous leur garantissez de moyens avec des assistances financières pour qu'ils s'achètent encore des armes à décimer les Congolais. C'est maintenant cette fourberie-là. Je vous remercie de votre réaction positive et de mettre fin à cette barbarie qui ne fait qu'endeuiller les Congolais chaque jour qui passe. Je ne vais pas vous citer par vos noms. C'est messieurs les dirigeants des Nations Unies, messieurs les dirigeants de l'Union européenne, mais je m'adresse directement à vous. Je me sers de ce plateau, de la voix de pays des Grands Lacs, pour que je vous appelle, s'il vous plaît, de secourir ces mamans, ces petits-enfants, les superflus de la RDC. Merci. Je vous remercie beaucoup pour cet appel pathétique qui m'émeut personnellement, parce que c'est l'affaire de RDC, comme on l'appelle souvent, plutôt le drame, la tragédie humaine de la République démocratique du Congo et de l'ensemble de l'Afrique des Grands Lacs. C'est notre vie de tous les jours. Il ne se passe un jour où l'on n'en parle pas, où des parents, nous qui vivent au Congo, au Rwanda, au Burundi ou ailleurs, ne nous appellent pour dire, écoutez, nous sommes une fois encore sous les bombes. Ce matin encore, j'ai reçu des audios de Congolais vivant dans le nord du Kivu et qui me mettaient au courant de ce qui se passe dans la ville, justement, que vous avez cité tout à l'heure, où après Kibumba, le M23, l'armée rwandaise et le M23 ont ouvert un nouveau front et où ils sont en train d'assassiner, de massacrer les populations locales, sous les yeux, une fois encore, de la fameuse force est-africaine qui empêche les FARDC de faire son travail. Au-delà de ça, M. Nyamrombeza, j'aimerais aussi avoir votre avis quand même sur les perspectives de l'année 2023. Vous savez que cette année, au Congo, c'est aussi l'année des élections présidentielles. Et il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de discours enflammés pour dénoncer les uns les autres. On a l'impression que, à la veille de ces élections,
le climat politique va aller crescendo, s'enflammer davantage. Lorsque j'écoute des discours de certains opposants politiques ou alors de certains membres du pouvoir en place au Congo, j'ai l'impression que la guerre de l'Est de la RDC ne les préoccupe pas. Ils sont en train de parler de la CENI. La CENI, c'est la commission nationale chargée des élections. Ils sont en train de parler des bureaux de vote. C'est bien, c'est légitime, parce qu'il faut que le Congo continue d'être le bon élève de la démocratie dans cette région. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le Congo risque de connaître la mauvaise expérience du Rwanda, que le Rwanda a connue entre 1991, lorsque le multipartisme a été instauré, et 1994, et où certains politiciens, chefs de parti, futurs députés ou futurs ministres qui prétendaient appartenir au nouveau gouvernement sorti des accords de paix, disaient publiquement qu'ils préféraient que Kagame gagne la guerre pour que vienne la démocratie. Est-ce que vous ne pensez pas que certains hommes politiques, femmes politiques congolais, soient tentés par cette mauvaise idée de souhaiter que le pouvoir actuel, que le gouvernement actuel perde la guerre pour empêcher Tshisekedi de se représenter ou de gagner les élections? C'est un danger. Je ne vais pas leur prêter cette idée, mais lorsque je vois comment les choses se passent, les discussions enflammées, les injures qui fusent contre le président, moi, je ne suis pas nécessairement d'un côté ou de l'autre, mais l'expérience rwandaise me rappelle souvent que devant une guerre, surtout venue de l'extérieur, une guerre d'agression, il vaut mieux que les gens mettent leurs priorités dans la défense du pays et la sauvegarde de l'intégrité territoriale de leur pays, avant de se brouiller et de se quereller pour des élections fussent-elles présidentielles. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui risque de se passer en 2023, déjà maintenant, mais aussi demain, lors des élections? Est-ce que la guerre ne va pas être laissée de côté? Est-ce que la défense du pays ne va pas pâtir des querelles entre les politiciens congolais et les politiciennes, puisqu'il y a aussi beaucoup de femmes qui parlent et qui... Qu'est-ce que vous en pensez, M. Nyamombeza? Merci, monsieur l'ambassadeur, de cette question. C'est une question pourtant beaucoup plus préoccupante, vu les enjeux actuels. La guerre à l'est de mon pays, ça ne devait pas être une préoccupation du gouvernement au pouvoir. Le problème sécuritaire de l'est de notre pays devait être plutôt une préoccupation de tout un chacun. Ça devait nous préoccuper de façon que, au lieu de nous déchirer entre nous-mêmes, il était plutôt temps que nous nous soulevions comme une seule personne, que nous conjuguions toutes nos énergies, toutes nos forces ensemble face à l'ennemi commun, qui aujourd'hui n'est autre que Kagame et sa junte. Quelques minutes passées, je vous parlais aussi de Museveni qui sait se camoufler. Nous demandons à nos politiciens congolais si vraiment ils aiment ce pays, de quitter leurs différends et leurs différences. Aussi, vous allez dans vos différends et vos différences, messieurs les politiciens congolais et surtout les opposants,
aussi ça profite à l'ennemi. Nous avons un petit problème technique du côté de M. Ombe Nyamhombeza. Je suppose que ça va se régler. M. Nyamhombeza, est-ce que vous nous entendez? Il semble qu'il y a un problème technique de réseau peut-être. Voilà, donc nous avons eu un problème technique du côté de notre invité. Nous allons attendre un tout petit peu le temps qu'il rentre en studio pour nous diriger vers la fin de cette émission. Je suppose que, et j'espère vraiment que vous avez apprécié les explications et les analyses de M. Nyamhombeza, qui est congolais, qui suit au jour le jour la situation de son pays, notamment ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, dont il est ressortissant lui-même. Il est boukavien, mais il connaît toute la région du Kivu et nous allons une fois encore le recevoir et lui passer la parole. Monsieur Nyamhombeza, est-ce que vous m'entendez? Vous étiez coupé, je pense que vous avez un problème de réseau, mais vous pouvez poursuivre désormais. J'étais déconnecté, en tout cas, je m'en excuse. Non, ce n'est pas vous. C'est pas vous. Ouais. Et alors, cependant, j'appelais nos frères politiciens d'équiter leurs différences afin de conjuguer leurs forces ensemble en guise de bouter l'ennemi hors d'état de nuire. Sinon, vos prétentions politiques, vous risquez même de les échouer si vous ne vous enfermez tout simplement que sur les élections de l'année prochaine. Si il était de moi, il revenait à moi de vous conseiller, je vous inviterai, chers opposants, messieurs, je ne vais citer que quelques-uns, messieurs Fayoulou, messieurs Mouzito, messieurs Katumbi, messieurs Vital Kamere, il est temps que vous prêtiez vos énergies, vos forces, vos compétences au président Félix Tshisekedi afin de sécuriser d'abord le pays si vous avez vraiment besoin de belles élections. Sinon, vous laissez emporter par ces vents d'élections, ces vents électoraux-là, sans songer à vos concitoyens de l'Est. Et pour votre information, l'ennemi dont vous n'êtes pas sans savoir, il se prépare en conséquence pour bien vous affronter pendant ces temps d'élection et qu'il n'y ait pas élection. Je vous parle ici en frère, pas en prophète, mais peut-être que avec mon frère Jean-Marie Vianney, l'ambassadeur, dont nous partageons cette émission, nous avons trouvé ces réflexes, nous avons eu ces réflexes pour que nous vous en parlions. Donc, cessez vos différends. L'hymne national congolais nous dit « Unis par l'essor, unis dans l'effort ». Nous partageons l'essor et c'est pourquoi l'hymne national nous appelle maintenant à nous unir dans l'effort pour l'indépendance de ces pays. Eh bien,
Laissez vos différences, chers frères et sœurs. Laissez vos différences, chers frères et sœurs. Lèvons-nous comme un seul homme pour boutre en dehors d'état de nuire M. Kagame et sa gente sous le nom du M23. Et ici, vous n'allez pas peut-être nous comprendre, mais peut-être que vous aurez le temps maintenant d'en subir les conséquences, ou bien de vivre les conséquences avec nous, ou bien nous nous levons comme un seul homme et combattons pour l'intégrité territoriale ensemble, et enfin nous allons aux élections, ou bien nous nous taisons et restons dans nos différends, et ensemble, nous subissons les conséquences. Mais je vous rappelle encore à l'hymne national debout congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, de la question. Je voulais y répondre tout simplement, beaucoup brièvement, parce que je trouve que peut-être notre temps sonne aussi à sa fin dans cette émission. Tout à fait, je vous remercie beaucoup. Alors, j'ai lu des messages envoyés pendant que nous parlons. Ah oui. Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit, alors il s'appelle Jerry Henry, il a fait 2 messages que je vais lire, on n'est pas obligé d'en discuter, mais il dit « Je pense que l'intervenant fait une fausse lecture de l'accord de Luanda. Si le général Jeffrey Nyaga n'avait pas le droit de faire rapport à Félix, il l'appelle Félix, hein, ce dernier n'aurait pas accepté de le recevoir. » Il continue en disant « C'est un fait que le RC est en train de créer une zone tampon, comme l'avait suggéré le président Museveni. Non seulement il l'a suggéré, Museveni, mais il l'a fait, il a influencé les autres chefs d'État de la région. Mais pour la première question, je pense que M. Nyamrombeza n'a pas dit que le général chargé de la force est-africaine n'avait pas le droit de rencontrer Tshisekedi. Il y en a même qui ont dit qu'en fait, c'est le président qui l'a convoqué ou invité à venir le rencontrer parce qu'il entendait des choses. Et donc, il est tout à fait dans l'ordre des choses qu'il puisse rencontrer ce général-là. Mais en revanche, c'est le comportement de ce général kenyan, c'est ce qu'il dit, c'est le contenu de son communiqué du 30 ou 31 décembre 2022 qui est mis en cause par M. Nyamrombeza, et il a tout à fait raison parce que ça ne correspond pas au communiqué de Luanda. Nous l'avons tous. Donc, ce que M. Nyamrombeza a dit correspond tout à fait à l'esprit et à la lettre du communiqué de Luanda. Donc, ça ne fait pas l'objet d'un débat, c'était juste pour répondre à cette personne qui a quand même pris la peine d'écrire et de nous envoyer son message. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette émission tellement intéressante, tellement, d'après en tout cas les impressions qui transpirent des messages envoyés par nos téléspectateurs, ils sont très louangeux à votre égard. Ils disent merci de nous avoir ouvert les yeux sur certains éléments que nous ignorions. Alors, si vous avez un message de la fin, éventuellement, je vous donne la parole pour... Merci à tous nos auditeurs qui nous ont suivis. Merci à ce frère-là qui a aussi laissé son commentaire, mais qui est encore une fois le bienvenu. Il est le bienvenu encore une fois dans nos prochaines émissions. Nous ne sommes pas, je ne saurais pas dire que nous sommes réguliers ici, mais quand même, quand nous avons des choses à dire, des choses à discuter, nous sommes là. Nous sommes là pour que vous nous entendiez, pour que vous partagiez aussi vos idées, parce que ce n'est pas à nous seuls, ce n'est pas nous qui, nous ne faisons pas le monopole de la question qui, dans nos pays des Grands Lacs, c'est plutôt, comme je le disais, avec nos forces conjuguées, que nous allons quand même arriver à une réussite, parce que la paix du Congo sera la paix de l'Ouganda, la paix du Congo sera la paix du Rwanda, et surtout que, comme l'avait dit le président Fachi et d'autres, moi-même je l'ai souligné à maintes reprises, nous n'avons aucun problème avec nos voisins, avec lesquels nous sommes appelés de vivre toute la fin de la vie, toute la vie, peut-être
toute l'existence de l'univers, de la planète. Mais le problème, et nous l'avons avec le gouvernement rwandais actuel, et puis j'appelle encore une fois nos frères rwandais de se ranger aussi derrière cette même orientation d'idées, de comprendre que le gouvernement rwandais actuel, le gouvernement brutal, le gouvernement tyrannique de Kagame, que l'on le veuille ou pas, c'est un gouvernement qui va passer. Ça va passer comme tous les autres gouvernements ont passé, et le Congolais et le Rwandais, de génération en génération, seront là et sont obligés de vivre ensemble. C'est pourquoi, laissons nos différends. Cherchons toujours ensemble à vivre ensemble et en paix, mais refusons la barbarie de certains dirigeants des pays des Grands Lacs dont nous n'avons plus honte ni même peur de citer. Donc, il s'agit de Paul Kagame, le président rwandais, et de Yoweri Museveni qui sait se camoufler derrière toute cette affaire, alors qu'il est en tout cas dedans mes pieds liés. Merci, chers frères. Pour finir, je vous invite aussi à me suivre sur ma chaîne YouTube, dénommée aussi Ombe Nyamuhombeza. Je ne suis pas beaucoup plus régulier, mais quand même, je m'explique dans différentes langues. Vous allez suivre des choses là dans votre langue qui vous semble appropriée, si je peux dire comme ça. Je m'explique en Kinyarwanda, je m'explique en Swahili, je m'explique en Lingala, en français, en beaucoup d'autres langues. Et alors, je vous invite aussi une fois de nous suivre et vos idées, je le répète, constructives sont les bienvenues. Merci et à plus tard. Merci, messieurs l'ambassadeur, de m'avoir invité. Espérons que nous trouverons une belle opportunité encore de recommencer là où nous venons de mettre le dernier point de cette émission. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle tout simplement, avant de terminer, que les actions répétées de déstabilisation des pays des Grands Lacs par le régime militariste de Paul Kagame ont bien sûr provoqué la mort de 2 millions de Congolais, ce qu'il faut condamner, toujours condamner. Mais cela a provoqué aussi une sorte de mise en danger des Rwandais et de tous ceux qui parlent des langues similaires au Kinyarwanda en RDC, qui sont parfois confondus avec ce régime criminel de Paul Kagame. Cela est vrai aussi pour parfois des Burundais, des Ougandais parlant Kinyarwanda, qui n'y sont pour rien. Comme le président Tshisekedi l'avait précisé dans son adresse à la nation, il faut certainement procéder par distinguo, un distinguo analytique, pour ne pas mettre le peuple rwandais, les Rwandais qui sont terrorisés par le régime de Paul Kagame, il ne faut pas les mettre dans le même sac que leurs oppresseurs. Je pense que c'est la phrase qu'avait prononcée le président Félix Tshisekedi, et il avait ô combien raison. Nous devons rester solidaires, nous devons ensemble travailler pour que ce régime de Kigali chute le plus tôt possible, pour que vienne la paix dans notre région. Je vous remercie et merci encore une fois, cher frère Ombe Nyamuhombeza, et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie.